rejoindre Soubiwan pour le compte de ce programme Le Point qui reçoit pour vous ce soir le député provincial de la ville de Kinshasa. Il s'agit de Julino David Makelele qui est également porte-parole de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, dont il est président national. Honorable, bienvenue dans cette émission. Merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu, et j'espère que vous aussi vous allez bien, ça se voit en tout cas. Je vais bien, merci. Et comment va Vital Kamerhe? Il va très bien, comme un charme, les idées sont là, toujours aussi foisonnantes, et nous sommes en voie de réorganiser notre parti pour le mettre en ordre de bataille, et voilà, il est là. Qu'entendez-vous par réorganisation? Nous avons fait des réformes de mise en place au niveau de nos structures, aussi bien dirigeantes que de base. Nous avons par exemple réorganisé le secrétariat politique national, qui est notre gouvernement à nous. Nous avons réorganisé également l'interfédéral de Kinshasa. Vous l'avez remarqué, moi qui étais auparavant le président de l'interfédéral de Kinshasa, je suis devenu le porte-parole du parti, et celui qui était à ma place a pris les rênes de la ville de Kinshasa, par exemple. Et nous avons fait les mises en place au niveau des fédérations de la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de mettre la machine en marche pour que, au niveau des provinces, tout soit également réglé en très peu de temps. Mais nous sommes sur la bonne voie. La preuve, c'est que, vous l'aurez remarqué, l'UNC, quand elle mobilise depuis un certain temps, les gens voient très bien qu'il y a une visibilité de ce parti. Et cette réorganisation ne touche pas Vital Kamerhe. Est-ce qu'il est président à vie de ce parti politique? Non, je vous vois venir, et nous ne sommes pas de cette culture-là. Oui. Et puis les partis politiques sont régis par leur statut, tandis que l'État est régi par sa constitution. Et donc la constitution... Et que dit le parti? Et que dit le statut du parti? Le président est élu par le Congrès, oui. Et le moment venu... Et à quand le prochain congrès? Ou sinon le tout premier congrès de l'UNC? Comme vous le savez, il a déjà eu lieu. C'était la veille des élections de 2011. Et c'est à cette occasion qu'on a confirmé Vital Kamerhe comme président de notre parti, président national. Et sûrement qu'avant vous les allez prochaines le reconfirmer encore, parce que s'il continue à faire si bien son travail, je pense pas qu'il y aura combien de mandats? Non, ça dépendra plutôt de la confiance, et le Congrès qui arrive à son terme décide le moment venu s'il doit continuer ou s'il doit laisser la place. Mais jusqu'à présent, croyez-moi, nous créerons un trouble inimaginable si nous demandions à Vital Kamerhe de se séparer de l'UNC. Parce que nous estimons qu'il est le meilleur là où il est. Non, mais non, vous ne le demanderez pas de se séparer de l'UNC. Vous lui demanderez de céder le poste de la présidence éventuellement, à une autre personne qui peut avoir les ambitions ou qui en a les compétences. Oui, si jamais il lui arrivait, parce que parfois, vous savez, c'est une lourde responsabilité, nous qui sommes proches de lui. S'il arrive à en assumer, c'est un humain, un autre humain en arrivera aussi. Mais bien sûr, et nous respecterons nos statuts, Vital Kamerhe. Vous ne craignez pas de devenir comme l'UDPS dont le président est resté à vie? Je pense que vous vouliez, dans votre subconscient, parler d'autre chose, mais ça ne vient pas à la bouche. Mais croyez-moi, 2 mandats, c'est déjà beaucoup pour l'autre. Alors, même il est parti au-delà de 2 ans seulement. Et chez nous, nous respectons notre statut. J'espère que d'autres respecteront la Constitution. Alors, comment évolue votre mandat à la députation nationale et provinciale? Oui, ça va. Je crois que ça va bien. Un député, comme vous le savez, il a pour mission d'abord de faire valoir les revendications ou les attentes de sa base, de sa population au niveau de l'Assemblée. Il a entre autres pour mission de contrôler le gouvernement, l'exécutif provincial, de faire des lois dites des édits, et le gouvernement provincial ainsi que les services publics de la ville, et de contrôler donc. Et je crois que dans ces missions-là, l'Assemblée a essayé de s'acquitter du mieux qu'elle pouvait
de ses obligations, même si les lenteurs sont parfois visibles et les pesanteurs assez lourdes. Et dans cette machine, naturellement, toujours. Dans cette machine, évidemment, il faut que les députés eux-mêmes prennent, les choses à bras le corps et prennent des initiatives, aussi bien de nature législative que de nature, disons, de contrôle. Et en cette matière, je crois que sans fausse modestie, ceux qui fréquentent cette assemblée peuvent témoigner que je ne suis pas resté main morte. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent ou ceux qui disent que le départ de Fayoulou dans l'Assemblée nationale a ramené la léthargie? Bon, je pense même pas que Fayoulou lui-même serait content qu'on pose ce problème sous cet angle-là, parce qu'il connaît quand même, il sait quand même qu'il y a des valeurs dans cette assemblée. Et où sont ces valeurs qui se font pas entendre, contrairement à d'autres assemblées provinciales. L'Assemblée provinciale de Kinshasa on dirait même ne fait pas exactement le travail qui lui a été recommandé, bien que vous le connaissez par cœur. Madame, je pense que c'est plutôt l'inverse. Hein. Je ne sais pas, vous interrogez les journalistes ici, bon, ils vont vous dire, le prétexte sera que ces journalistes ne vivent pas en province, mais de toutes les assemblées, nonobstant les critiques qui sont parfois réelles, qui sont adressées à l'Assemblée provinciale, nous pouvons dire que l'Assemblée provinciale est sûrement une assemblée leader dans le concert des assemblées du Congo. Et leader sur base de quoi? Parce qu'elle est passée à Kinshasa. Non. La dernière fois que vous avez interpellé un ministre et qui a été sanctionné, c'était quand la dernière fois? Mais le problème ne se pose pas tellement seulement en termes de sanctions négatives, mais aussi c'est vrai. Oui. Mais il faut quand même savoir que nous sommes là d'abord pour faire améliorer les choses. Oui, mais répondez d'abord à ma question. La dernière fois que vous avez interpellé un ministre du gouvernement provincial, c'était quand? Interpellé, bon, ça date pas de longtemps, ça date d'il y a... disons, c'était au cours de la session qui vient de se clôturer. Donc, et ça s'est soldé à quoi? Ben oui, mais je vous dis, madame... on peut dire comme ça que le gouvernement provincial est parfait? J'ai pas dit ça. Vous pouvez même faire la symétrie entre ce qui se passe chez nous. C'est un peu malicieuse, elle est un peu malicieuse ma réponse, mais la même question vous pouvez la poser au gouvernement central et à l'Assemblée nationale. Je dis pas qu'on doit prendre ce qui ne marche pas comme modèle, mais donc le contrôle c'est pas seulement à but, j'allais dire. Coercitif. Non, nous faisons le contrôle pour améliorer les choses, là où elles peuvent être améliorées. Et là où les choses sont vraiment gravement hypothéquées, nous prenons nos responsabilités. Nous avons fait partir le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avons fait partir un ministre important du gouvernement. Mais est-ce que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa avait besoin d'être... Est-ce qu'il y avait un problème autour du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa? Pourquoi ne pas carrément faire partir le gouverneur de la ville? Bon, le hasard avait voulu que ce jour-là... Parce que personne déjà ne connaît ce vice-gouverneur. Personne ne le connaît. Il n'exerce presque pas. Non, il avait commis... Pourquoi faire ce semblant? Non. C'est-à-dire, il avait commis... un acte sous tutelle de son titulaire. Non, il a fait un outrage à l'Assemblée. Et combien de fois le gouverneur a été interpellé à l'Assemblée nationale provinciale? Combien de fois? Lui qui est parfait, d'après vous? 48 députés, faisons le parallèle. 48 députés, vous me dites combien de fois ils ont interpellé le gouverneur? 500 députés au niveau national, combien de fois ils ont interpellé le Premier ministre? On parle du gouvernement. Ne faites pas la comparaison. La comparaison n'est pas raison. Répondez aux questions que je vous pose, messieurs. Combien de fois avez-vous interpellé les gouverneurs de la ville? Vous avez sanctionné le vice-gouverneur, mais combien de fois avez-vous interpellé les gouverneurs de la ville? Le gouverneur est déjà... Parce que le vice-gouverneur, il est méconnu du grand public et il n'exerce presque pas... On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait exactement, personne ne le connaît. Mais vous l'avez quand même sanctionné malgré cela. Mais combien de fois avez-vous interpellé le gouverneur de la ville? Nous avons interpellé le gouverneur à 2 reprises. Et il n'y a pas que cette occasion-là. Il s'agissait de quoi? Mais il s'agissait de la politique générale du gouvernement. Parce que et c'est ça peut-être la différence entre un ministre et un gouverneur, c'est que le gouverneur répond de la politique générale. Donc il faut que tout aille mal, très mal,
pour que les gouverneurs soient interpellés. S'il y a un secteur qui va mal, les transports... Mais il faudrait que tout aille partiellement mal pour que le vice-gouverneur soit sanctionné. Non, non, non. Je vous ai dit que pour ce qui était du vice-gouverneur, il s'agissait d'un problème d'outrage. C'est-à-dire qu'il a pris lui-même, il a commis un acte que l'Assemblée a qualifié d'outrage à son endroit, et c'est comme ça qu'il a été débarqué. Il s'agissait de quoi exactement? Non, c'est-à-dire il n'a pas voulu répondre aux demandes formulées par l'Assemblée. Et donc, le fait de ne pas avoir déféré à ces multiples demandes a conduit l'Assemblée à constater... Mais d'aucuns diront qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée où siège l'Assemblée provinciale de Kinshasa jusque-là? Vous continuez à siéger au Collège Boboto? Au Collège Boboto, aux affaires étrangères. Et 5 ans après, vous n'avez toujours pas de siège. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de financement, madame. Et 5 ans après, vous n'avez jamais eu de financement pour votre propre siège. Qu'est-ce que vous allez léguer à ceux qui viendront après vous? Parce que bientôt, on va organiser les élections. D'abord, les idées et et la production. Oui, les idées, mais attendez, vos parents vous ont légué que des idées. Non, mais aussi un toit. Oui, madame. Pour avoir un toit, je crois il faut commencer par avoir une parcelle, ensuite des fondations. Ensuite, des sacs de ciment. C'est dans les prérogatives de qui pour trouver tout ça? Non, c'est-à-dire que nous mettons cela dans notre budget. Oui. Le budget de la ville est voté et il va au niveau du gouvernement central. Je crois que vous n'ignorez pas que la ville ne perçoit pas ce qu'elle devait attendre du gouvernement et qui a été approuvé par l'autorité budgétaire que l'Assemblée provinciale. Et que donc, aussi bien en termes d'investissement, de travaux, de grandes grosses infrastructures, que au niveau de l'érection d'un immeuble pour l'Assemblée, tout cela, l'argent ne suit pas. Comme l'argent ne suit pas l'argent, en l'occurrence, il faut être honnête, quand Kimbouta a fait les choses mal, et chacun sait, ceux qui viennent à l'Assemblée savent que je suis quasiment la bête noire du gouverneur. C'est pas un plaisir, mais c'est-à-dire celui qui prend régulièrement son courage à deux mains pour remettre éventuellement en cause les politiques qui sont initiées par la ville lorsqu'elles m'apparaissent pas comme étant bonnes dans l'un ou l'autre secteur, mais je ne veux pas accabler aussi quelqu'un, un responsable, en l'occurrence le gouverneur, lorsque je sais, moi, que le budget qui est alloué, lorsqu'on fait un budget d'à peu près de 400 millions de dollars, et que de ce budget, il y a à peu près 70%, 70% de ce budget doit provenir des recettes à caractère national, qui viennent du gouvernement central, qui sont rétrocédées aux provinces. Et lorsque de ce 70% de recettes qui sont attendues de la part du gouvernement, vous ne recevez qu'à peine 15%, madame. Il faut quand même être honnête et dire qu'il y a un problème de gestion et qu'on ne peut pas tout faire avec ça. Mais que savez-vous de recettes de la DGRK, de l'argent provenant de la DGRK ou celui provenant de marchés, les grands marchés et des brassicoles, etc. Que savez-vous de cet argent-là? Comment est-elle gérée? Comment est-il géré? Parce que la ville de Kinshasa n'est pas totalement propre. Oui, madame, j'ai dit tout à l'heure que quand on fait un budget, le budget c'est l'acte majeur d'un gouvernement. C'est pratiquement le nerf de la guerre. Donc, la DGRK, c'est une institution qui est un service qui s'occupe justement de récolter les recettes au profit de la ville de Kinshasa. Et quand je vous parle d'un budget de 400 millions, à peu près 400 millions, 480 millions de dollars, là-dedans, nous avons les recettes récoltées par la DGRK. Et malheureusement, ces recettes sont infimes par rapport aux besoins de la ville qui sont estimés à près de 480 millions, dont à peu près 70% de ce budget attendu du gouvernement central. Donc, il faut quand même mettre les choses à leur juste place et dire que la DGRK, c'est magnifique, c'est nous, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui l'avons créée, et elle a été imitée pratiquement par toutes les autres provinces de la République, et que donc c'est un élément important, mais malheureusement, en termes des ressources pour faire face aux besoins de développement et de la ville de Kinshasa, ces recettes sont un peu marginales. Mais ça n'empêche que nous avons, et c'est la raison d'être d'ailleurs des commissions d'enquête que le président Nzingi a initiées
au niveau de l'exécutif. Nous avons actuellement des commissions au niveau de services qui s'occupent des recettes, de services qui s'occupent des dépenses de la ville de Kinshasa, des budgets annexes, notamment les marchés auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure. Et donc nous avons, y compris la DGRK, nous avons des commissions d'enquête qui vont rendre leur rapport, et ce rapport ne suivra pas le chemin du rapport Retranskin. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, quand vous, en tant que citoyen congolais, quand vous voyez le fonctionnement de tous les gouvernements provinciaux, que dites-vous que lequel de gouvernement fonctionne assez mieux à travers le pays? Vous vous doutez bien, madame, que ma réponse risque d'être une réponse portant sur un jugement de valeur. Et je m'interdis de faire ce genre de jugement parce que je ne connais pas... Parce qu'il faut dire que tous les gouvernements ne perçoivent pas la rétrocession jusque-là, oui, mais donc, fournissent quand même les efforts. Bon, je ne veux pas, je suis un peu spécialisé en la matière, je peux rentrer dans le détail des différents gouvernements provinciaux pour vous parler de leurs sources de revenus, mais là, sauf là où les revenus sont exceptionnels, les recettes comme dans les Katanga. Mais je crois que ces gouvernements sont confrontés pratiquement aux mêmes difficultés. Mais maintenant, il y a un problème de gestion également, de rigueur dans la gestion budgétaire, dans les besoins de la population. Mais les difficultés ne sont pas comparatives aux difficultés que connaît Kinshasa. Kinshasa a quand même quelques privilèges. Oui, justement, parfois même ces privilèges peuvent se transformer en véritables boulets. Je vous donne un exemple. Lorsque nous votons un budget, nous disons telle route à Kinshasa doit être refaite, tel aspect de la ville doit être modifié, tel. Et nous, tout ça, ça forme un budget. Quand nous envoyons notre budget au niveau national pour la consolidation, dans les cadres du budget national en vertu de la nouvelle loi sur les finances publiques, la LOFIP, eh bien, on nous renvoie un budget où l'État s'accapare pratiquement de plus de la moitié des investissements que la ville entend faire sur le Kinshasa. Bon, on motive qu'on va faire de la modernité, la révolution modernité et tout ça, mais c'est pas ça, c'est pas le problème. Mais justement, c'est à cause de cette révolution de la modernité qu'on voit quand même que Kinshasa est quand même parmi les belles villes d'Afrique. Si Kinshasa n'était pas le siège des institutions, ça serait un chaos si on ne comptait que sur le gouvernement provincial et sur votre assemblée. Non, c'est-à-dire que, vous savez, en termes, en droit administratif, on dit souvent, il y a une expression que, j'allais dire, tout ce qui ne vous est pas attribué, je résume ça pour le commun du Congolais, tout ce qui ne vous est pas attribué, vous ne pouvez pas vous y référer. Okay? C'est-à-dire lorsque le budget de la ville de Kinshasa est voté par l'Assemblée provinciale, eh bien c'est l'Assemblée provinciale qui est l'autorité budgétaire qui a estimé, qui a apprécié les propositions qui lui ont été faites par le gouvernement provincial. Et donc c'est ce gouvernement provincial qui est à même de réaliser ce budget. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Parfois, sur un budget qui peut être de l'ordre de 100 millions, par exemple, en investissement, eh bien, on nous envoie peut-être 10%, puis le reste, on nous dit, attendez, nous allons choisir ce que nous estimons être des priorités. Alors que la ville a une personnalité juridique, jouit d'une autonomie de gestion, et donc... et parmi les priorités que vous ciblez déjà, quelles sont ces priorités que vous avez déjà ciblées? Nous avons les routes, par exemple. Nous avons les Quelles routes? Non, c'est-à-dire que nous, dans notre plan, nous avons tous... Parce qu'il ne faut pas mélanger avec l'action du gouvernement central. Hein. Oui, mais c'est ça justement. Quand je vous dis à Kinshasa, la plupart des chantiers qui se font ici devraient, en dehors de tout ce qui relève des fameux 5 chantiers, mais donc le boulevard... La révolution de la modernité maintenant. Ah oui, madame, si vous voulez... Vers l'émergence. Mais si vous voulez qu'on en parle, j'espère que vous me donnerez l'occasion d'en parler, pour que la maman qui vit à Makala et l'oncle qui vit à Pakadjouma, la maman qui vit à la Gombe aussi, à Kinshasa, autant que la maman qui vit à Makala. La maman qui vit à Makala n'est pas autant privilégiée que celle qui vit à la Gombe. On va parler de l'actualité. Non, madame, je ne doute pas, mais à chacun ses priorités. Nous, à notre place, en tout cas à l'UNC, on a toujours pensé que les plus faibles, l'État doit faire un effort du côté où les plus faibles sont les plus vulnérables, afin qu'elles puissent
émerger ou monter, pour utiliser votre expression, monter un tout petit peu par rapport à ceux qui ont déjà un peu plus de chance. Nous pensons que cette forme de discrimination positive, elle est parfois nécessaire. Et donc, là où les infrastructures de base sont déjà assez solides, comme à Gombe, à Ngalima dans certains coins, je pense que s'il y a des priorités, il faut le faire peut-être à Makala, à Bumbu, à Mdjili, à Kimbanseke et consorts. C'est un choix que nous, en tout cas à l'UNC et moi, personnellement, comme proche des populations, j'essaie de faire valoir. D'accord, on va parler de l'actualité. Dans quelques jours, quelques présidents africains, entre autres le chef de l'État Joseph Kabila, seront reçus à la Maison Blanche par Obama. Avez-vous une idée du message qui sera transmis, que le président Obama va transmettre à ses homologues chefs d'État africains? Je ne suis pas dans la tête du président Obama. Mais quand vous avez posé votre question, je pensais que vous alliez me dire, dans quelques années, les mandats de certains chefs d'État vont arriver à leur échéance. Et qu'est-ce que vous pensez du respect? Mais c'est moi qui ai pensé. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions qui vous est posées sans pour autant réfléchir à ce qui n'était pas posé? Je vous demande, est-ce que vous avez une idée de messages qui seront transmis aux chefs d'État africains par leurs homologues américains? Oui, ce message-là, madame, je crois que tout le monde l'a lu à travers la bouche de la vice-secrétaire d'État, Linda, je ne sais plus comment elle s'appelle encore, excusez-moi, qui a dit qu'il y avait un problème lié à la sécurité. Donc l'Amérique se sent de plus en plus dans un monde globalisé où sa sécurité dépend aussi de la sécurité des autres, notamment celle des Africains. Deuxièmement, il s'agit aussi de tracer les lignes pour que le développement économique puisse se faire de manière, j'allais dire, mutuellement gagnante. Et enfin, il y a un problème de gouvernance, de démocratie. Et c'est peut-être le secteur qui m'intéresse un peu plus dans cette rencontre, et dans la mesure où nous sommes en situation de voir les gens vouloir se pérenniser au pouvoir. Et malheureusement, je pense que ce sera une bonne occasion pour que, notamment les Américains, répètent à certains de ces chefs d'État qui pourraient être amenés à être habités par des velléités de présidence à vie, qu'il y a une vie après la présidence, comme l'a écrit Nelson Mandela. Voilà. Alors, dans cette même ordre d'idée, pensez-vous que le président Obama invite ses homologues présidents africains ou invite ses subalternes? Est-ce que c'est une rencontre que le président Obama donne des injonctions ou est-ce que c'est une rencontre où ils doivent échanger? Comment jugez-vous la nature de cette rencontre? Moi, je pense que ceux qui penseraient que c'est une rencontre entre un supérieur et un subrogé ou un dépendant, ils n'ont qu'à ne pas y aller. Ceux qui vont y aller, je voudrais espérer qu'ils iront en tant que partenaires d'abord. Et comme en tant que partenaires, ils ont déjà eu à échanger. Vous savez, les choses sur le plan diplomatique, les choses ne sont pas toujours visibles. Ça se passe souvent en coulisses. Et quand vous voyez les choses émerger, ça veut dire qu'en coulisses, ça n'a pas marché. C'est comme ça que vous voyez les grandes puissances, quand elles se mettent à mettre des choses, quand elles se mettent à dire des choses publiquement, c'est qu'en coulisses, par voie diplomatique, les choses n'ont pas bougé et que c'est l'occasion donc de faire des choses. Moi, je pense que le président Obama aura rappelé à certains chefs d'État que lui, son second mandat va arriver à terme et que malgré sa cote de popularité comme l'était d'ailleurs celle de Ronald Reagan en son temps, ou comme Bill Clinton en son temps, ils ont terminé leur mandat avec des cotes de popularité extraordinaires, la confiance des Américains, mais ils ont dit c'est 2 mandats d'après notre Constitution. Je crois que ça, on va le rappeler aussi, et nous pensons que l'Afrique a tout à gagner à ce qu'il y ait une démocratie apaisée et respectueuse de l'alternance. On comprend à travers votre question que cette rencontre c'est une rencontre entre partenaires, n'est-ce pas? C'est ce que je souhaite en tout cas. Mais voilà. Alors, quand l'UNC, quand l'UNC se met avec l'UDPS pour écrire au président Obama, pour accuser, entre guillemets, Joseph Kabila auprès du président Obama, que pensez-vous qu'un chef d'État a le droit de donner des injonctions à un autre chef d'État?
Non, il ne s'agit pas d'accuser au Oui, je mets entre guillemets pour résumer, pour faire simple. Nous, notre position était claire. Nous disons il y a des éléments qui nous laissent croire que la démocratie risque d'être brisée, arrêtée, avec des tentatives de manipulation de la Constitution qui risquent de réveiller des démons de la division au sein de notre pays. Et comme le président américain, les États-Unis sont très sensibles à cette problématique, ils ont compris, les Américains, que toutes nos petites guerres qu'on a ici, mais des guerres qui font des morts, tous les viols que subissent nos mamans par-ci par-là, eh bien, souvent c'est un défaut de gouvernance et de Pourquoi ne pas démocratie. traiter le problème en interne? Mais c'est ce que nous avons toujours fait et nous butons sur une surdité extraordinaire. C'est comme ça que j'avais appelé d'ailleurs le fameux gouvernement. Que pensez-vous par surdité? Parce que vous avez été invité aux concertations nationales pour faire entendre votre voix, vous n'y étiez pas. Si vous me permettez, si vous ne m'interrompez pas, je vais vous dire pourquoi nous n'avons pas été. Nous n'avons pas été, madame, parce que nous n'avons pas voulu participer à un congrès PPRD bis. Et si vous lisez l'accord cadre de l'Addis Abeba que j'ai ici en documentation, c'est ça. Et cet accord prévoit les mécanismes pour ce dialogue-là. De la même façon que la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Tout ça est prévu. Il y a des missions et des mandats qui sont donnés. Quand on dit à un représentant du secrétaire général des Nations de promouvoir un dialogue transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises, en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections d'abord provinciales et locales crédibles. Madame, c'est pas moi, c'est la signature du président de la République à travers l'accord cadre. Et l'accord cadre vous demande d'aller interpeller Obama pour pouvoir s'ingérer dans les affaires internes de la RDC. J'ai parlé tout à l'heure de surdité, c'est-à-dire que nous butons sur un mur de surdité. Les gens sont là, assurés qu'ils sont de leur pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Votre crainte, c'est la violation de la Constitution, n'est-ce pas? Non, vous permettez. Les fameuses concertations ne pouvaient pas aboutir parce qu'elles n'ont pas été conformes ni à l'esprit ni à la lettre de l'accord cadre et la résolution 2098 dont je viens de vous lire les passages pertinents ici. Deuxièmement, et puisqu'ils ont voulu faire ça à leur manière, ils ont fait un congrès PPRD bis où il y avait pratiquement sur près de 1000 participants, au moins 700 partisans du président de la République. Et le reste, c'est des femmes. Quoi de plus normal? Parce que le PPRD regorge en son sein plusieurs députés et plusieurs dirigeants. C'est le premier parti. Déjà, il faut le reconnaître, même si vous ne voulez pas l'entendre de cette oreille-là. Mais alors, votre crainte, vous, de l'opposition, c'est de pouvoir que le parti au pouvoir ne puisse pas violer la Constitution, n'est-ce pas? Alors que la Constitution elle-même prévoit sa révision à l'article 218, comme nous l'a démontré dernièrement Aubin Minakou, qui est secrétaire général de la majorité présidentielle, mais également président de l'Assemblée nationale. J'ai bien aimé la défense pro domo que vous venez de faire du PPRD et du pouvoir. Et donc c'est vrai ils étaient dans cette logique-là, ils ont leur majorité, donc c'est eux qui doivent régenter les concertations. Les résultats, on le connaît. Les concertations, il y a pratiquement pas 657 résolutions. Il y a pas grand-chose, 2-3 qui sont déjà annoncées, mais sur les 648, c'est à croire que le pays n'est pas malade. Le diagnostic qui a été fait et l'urgence de ces résolutions voulait qu'elle soit mise en application. Le temps n'était pas déterminé dans cette urgence. On n'a pas déterminé le timing. Mais le pays avance, madame. Le pays ne s'arrêtera pas. Personne ne dit que le pays ne s'arrêtera. Et ces recommandations ne sont pas seulement pour ce mandat. Ça va aller jusqu'au prochain mandat. Ah, voilà. Ça, c'est encore une nouveauté, madame. Je voudrais espérer que... Je suppose. Maintenant, si vous me dites que vous supposez, je vous laisse alors... je ne vais pas vous interpeller là-dessus. Mais l'esprit est là. Ça tourne dans les têtes des gens du pouvoir qu'ils n'ont pas le temps. Ils disent que le temps qui nous reste... Que pensez-vous de la révision constitutionnelle qui a été prévue aussi dans la Constitution à travers son article 218? Si vous me prêtez quelques petites minutes de réponse sans être vraiment... pour aller au fond de ma pensée, je crois que je serai un peu plus à l'aise. Je reprends et je termine avec les concertations. Nous ne pouvions pas aller dans des concertations
qui n'étaient pas conformes à l'accord cadre ni à la résolution 2098. Nous avons vu les résolutions de concertation, près de 650. Eh bien, de ces 650, dont on nous a dit qu'elles étaient urgentes, que tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, il y a à peine 3... C'est juste 100 qui étaient urgentes. 100 recommandations étaient jugées Madame, urgentes. même les 100, je vous mets... Combien ont été déjà mis? Mais moins de 5, moins de 10. Mais voilà, il faut commencer quelque part. Oui, non, il faut commencer quelque part. Mais madame, quand vous jugez quelque chose d'assez urgent pour un pays... Mais on a déjà dit que le timing n'était pas fixé dans cette urgence-là. Voilà, le timing n'était pas fixé. On ne va pas tourner tout autour du pot. Est-ce qu'on peut évoluer parce qu'on n'a pas suffisamment de temps? Sauf que vous ne me laissez pas le temps d'argumenter. Oui, justement, parce que vous tournez tout autour du pot. Est-ce que vous pouvez avancer? Votre crainte à vous, de l'opposition, c'est que le parti au pouvoir ne puisse pas réviser la Constitution du pays, alors que l'article 218 prévoit la révision de cette Constitution. Madame, nous avons toujours dit ceci, que la Constitution, nous ne sommes pas des idiots. La Constitution elle-même a prévu ces mécanismes de révision. Nous ne sommes pas des idiots, nous savons lire. Et pourquoi vous n'avez jamais soulevé cet aspect? Mais madame, nous savons lire, nous le disons, il y a des choses qui vont même de soi, qu'il n'est pas nécessaire. C'est un peu comme si vous disiez la Constitution comprend autant d'articles, mais ça va de soi, madame, et notamment cet article-là. Mais il y a des articles dits verrouillés. Madame, il y a d'abord la Constitution. Il faut voir comment elle est née, cette Constitution. Elle est née, madame, du sang des Congolais. Ce sang des Congolais, nous avons versé les uns et les autres, nous avons voulu qu'il ne coule plus, ce sang-là. Nous avons été à Sun City, nous avons adopté, tout le monde a compris, si vous lisez ce qu'on appelle, l'exposé des motifs de la Constitution, vous verrez pourquoi nous avons voulu que certains articles ne soient pas modifiés, madame. Et je vais vous dire, en l'occurrence, pour faire bref, ce qui nous fait peur, c'est quoi, madame? C'est que ils sont là, ils ont commencé par des intentions. Alors ils nous disaient, l'opposition, surtout l'UNC, vous nous prêtez des intentions. Maintenant, on a quitté le domaine des intentions, on vient dans les concrets. Et ça vient des bouches qui semblent autorisées. Ils disent, nous sommes, M. Minakou, nous sommes au pouvoir, c'est nous qui pouvons. Et nous pouvons, jusqu'à y compris, influer sur les décisions de la CENI. Et comme vous le savez, madame, la CENI, le pasteur Ngoy Mulunda, le pasteur Malou, l'abbé Malou Malou, lui, il a pris on va parler de la CENI. Oui, d'accord, on va peut-être arriver, mais oui, pour la Constitution. Oui. La Constitution, madame, deux choses nous inquiètent. Un, d'abord, le respect de cette Constitution, notamment les articles dits verrouillés. L'article 220, en particulier, contient ces articles verrouillés. Mais vous avez des articles qui sont verrouillés explicitement et d'autres qui sont verrouillés implicitement. Je vous donne un exemple, madame, de verrouillage explicite. Lorsque la Constitution dit qu'il ne peut être procédé à une révision qui puisse aboutir à réduire les droits et les devoirs des Congolais, certains Congolais. Quand la Constitution, cette mère, la Constitution, vous dit que nous avons tous convenu que les députés provinciaux devaient être choisis directement par la population. Directement. Nous l'avons dit dans notre Constitution. C'est un droit qui est acquis aux Congolais de voter directement. Et pour cause, c'est lui qui doit contrôler, c'est lui qui contrôle le gouvernement, l'exécutif, notamment au niveau des provinces. Et qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de ramener ça à un collège, j'allais presque dire, j'utiliserai pas un terme maladroit, à des conseillers qui vont élire. Tenez-vous bien, les conseillers communaux, ici à Kinshasa, vont élire, au lieu d'élire seulement les députés provinciaux, ils vont élire le bourgmestre, ils vont élire les députés provinciaux, ils vont élire les sénateurs, ils vont élire les gouverneurs. Tout ça, ce sont les petites gens qui sont en bas et influençables par l'argent. Deuxièmement, donc c'est un droit qu'on note. Influençable par l'argent, vous voulez dire? Vous avez dit? Oui, mais nous sommes au Congo, ne nous cachons pas les choses, madame. Oui, mais justement, et encore, il faudra le prouver. D'accord, laissez-moi terminer. Ça a lien aux élections. J'aimerais vraiment qu'on parle de ça quand nous allons parler des élections. D'accord, ok. Oui. Constitution toujours, oui. Je dis cet article 197 qui donne à la population, au peuple, le droit de se choisir librement, souverainement, ses députés provinciaux, il ne faut pas venir y toucher pour des raisons de convenance personnelle. En l'occurrence, les convenances personnelles, c'est la peur. Un gouvernement qui ne sait pas et dire pourquoi
c'est pas une constitution qui doit produire, qui va donner les bourses et qui empêche qu'on donne les bourses d'études aux étudiants. C'est pas la constitution qui empêche que la sécurité règne partout. C'est pas la constitution qui empêche que la gratuité de l'enseignement. C'est pas la constitution qui empêche l'électricité, que l'électricité aille partout. C'est pas la constitution. Ces articles-là sont également verrouillés autant que l'article 220. Mais nous l'estimons qu'ils sont implicitement verrouillés. Vous estimez ou c'est madame, verrouillé? Non, pour nous c'est verrouillé. Si nous pouvons lire. Vous ou pour la Constitution, mais madame, c'est verrouillé. je veux pas me faire. Non, mais ne parlez pas pour non, vous parlez de la Constitution. Mais la Constitution dit ceci, madame. L'article 220, alinéa 2. On n'a pas beaucoup de formellement, temps. On n'a pas beaucoup de temps pour lire. Vous avez déjà lu. Vous avez l'impression que c'est moi. Vous avez déjà lu. Ah bon, donc c'est. Ces articles sont également verrouillés autant que l'article 220. Voilà, pour nous c'est comme ça. Parce que c'est un article qui porte sur les droits. Moi je ne veux pas que vous disiez pour vous. Est-ce que la Constitution les constituants ont verrouillé ces articles autant que l'article 220? Oui, madame, je me permets de rappeler que je suis en train de lire l'article 220, alinéa 2. On n'a pas beaucoup de temps. Ah, mais c'est vous qui m'amenez sur vous avez déjà lu à la maison autant de fois, vous n'avez pas besoin de venir le lire ici à la télévision. C'est ce que je suis en train de vous le dire, madame. Pour gérer le temps. Oui. Est-ce que ces articles sont autant verrouillés que l'article 220? Non, madame, je veux vous dire que... Non, voilà. Non, c'est pas... Non, c'est dit la manière de m'interroger. Je dis que ça, ce que je suis en train de dire, c'est l'article 220. Alinéa 2, ce qui dit qu'il est formellement interdit, qu'est interdite toute révision constitutionnelle ayant pour but ou pour effet de réduire les droits des citoyens. Madame, quand la Constitution a prévu que c'est les citoyens qui doivent élire les députés provinciaux, si vous lui enlevez ces droits-là, vous donnez ça, vous réduisez ces droits. Ça, c'est l'article 220 qui le dit. Et pour quelle raison? Nous le savons que tout ça, c'est parce que les gens ont peur d'aller affronter les élections aussi parce que aux conditions de l'autre côté, on pense aussi que les opposants ont peur d'aller aux élections parce qu'ils ne sont pas suffisamment organisés. Ils ne se sont pas suffisamment organisés. Mais les règles du jeu, madame, vous voulez changer les règles du jeu au milieu du match. Voilà. C'est ça la peur. Alors, en 2011, vous avez fait, en 2006, la même chose. Vous avez modifié l'âge du Qui a modifié? Mais c'est la majorité. Vous ne dites pas vous, parce que vous vous mettez dans le même sac. Excusez-moi, la majorité. En 2011, on a changé le nombre de tours. Et maintenant, on sent venir la panique, on veut encore modifier. Il n'y a que la majorité qui est à l'origine des changements qui font que... C'est la peur, madame. Vous avez peur, voilà. C'est ce qu'il faut dire. Vous avez peur, il n'y a rien, il n'y a que l'homme qui a peur, comme disaient certains. Oui. Alors, quel lien y a-t-il... Difficile d'en placer une avec vous, madame. Quel lien y a-t-il entre... Parce que les opposants congolais parlent le même langage que les évêques catholiques. Quel lien y a-t-il entre les opposants congolais et les évêques catholiques? C'est l'amour de la patrie, madame. L'amour de la patrie et... Cependant, cette patrie demeure laïque. Oui, mais aimer la patrie, ça ne veut pas dire aimer une patrie qui est catholique ou protestante. C'est aimer la patrie et le pays est laïque, c'est vrai. Donc, nous avons en commun l'amour de ce pays, nous avons la protection des acquis de ce pays, notamment constitutionnels. Et nous ne sommes pas les seuls. Regardez, même les églises du réveil qu'on a voulu un peu actionner en contrepoids à l'église catholique, les églises du réveil disent deux mandats, ça suffit. Mais madame, ça c'est une trivialité. Et moi, je pose la question. Mais entre-temps, Malou, c'est un prélat catholique? C'est pas, mais il a un objectif. Il a été là. M. Malou, le président Kabila, a dit aux concertations, j'aimerais que les élections des députés provinciaux se fassent au suffrage indirect. M. Malou, sans que cela ne soit dans ses missions à lui, il prend ça, il met ça comme hypothèse, c'est-à-dire une hypothèse qui va toucher... Malou qui représente la CENI qui est composée de plusieurs composantes, entre autres les composantes de l'UNC. Vous avez aussi vos membres à l'UNC. Pourquoi vous ne le demandez pas de se retirer? Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, commencez à la marche de la CENI, demandez à vos agents ou à vos membres, à vos représentants de pouvoir se retirer. Oui, madame. C'est aussi simple que ça. Sur la CENI, laissez-moi dire que ce qui nous embête, c'est l'absence d'indépendance
de M. Malou Malou, et donc de cette CNI-là, et vis-à-vis du pouvoir, alors que les textes disent que cette CNI doit être indépendante. Je voulais montrer. Mais pour ce qui est de... Elle demeure indépendante parce qu'elle ne veut pas être influencée. Ah, madame, je vous dis, M. Kabila, le président Kabila, dit « Je veux que les élections des députés provinciaux s'effacent au suffrage indirect », alors que la loi électorale en vigueur prévoit autre chose, alors que la Constitution prévoit autre chose. M. Malou Malou saisit, c'est ça l'indépendance, madame. Le président Kabila est un citoyen congolais comme vous, et la CENI demeure cependant indépendante. Vous êtes allé jusqu'à déposer une plainte contre Malou Malou, qui n'est que le président de la CENI. Pourquoi n'est pas déposé la plainte contre la CENI? Madame, non, d'abord... Parce que Malou Malou ne parle jamais, n'agit jamais en son nom propre, ne parle jamais en son nom propre. Non, M. Malou Malou... Et il dit que la CENI ne sera jamais influençable. Non, madame, ceux qui cherchaient à avoir l'indépendance de la CENI l'ont constaté. M. Malou Malou, je vous dis, c'est pas à lui à faire les lois. Lui, il vient avec des projets de calendrier. Un calendrier... Madame, un calendrier élaboré, global, élaboré non par Malou Malou lui seul, mais Malou Malou avec ses pairs, avec tous les composantes. Oui, ça va, je vais y arriver. Mais ce que je vais dire, c'est que M. Malou Malou, il est établi que les hypothèses, ça ce sont des faits, madame, ce n'est pas des intentions. Les hypothèses que M. Malou Malou a menées devant l'Assemblée, ce sont des hypothèses qui prennent en compte la volonté du président Kabila de modifier la Constitution, l'article 197, en faisant élire les députés provinciaux au suffrage indirect. Madame, il a perdu son indépendance d'esprit, parce que non seulement c'est pas sa mission, mais il a soulevé, si j'ose dire, une montagne, en ce que ça va amener à une révision constitutionnelle dont lui connaît les implications. C'est pas à lui. Lui, il vient seulement, il devait venir avec ses projets, un point trait. Il dit, voici comment je compte organiser les élections, en vertu de la loi qui existe, la loi du 9 mars 2006, telle que modifiée au mois de juin 2011. Il devait venir avec ça. Et une fois qu'il était venu avec ça, c'est l'Assemblée. Honorable, le fait que vous êtes resté à l'Assemblée nationale plus de 5 ans, c'est déjà illégitime, ça ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne pas, à ce temps-là, faire une pétition pour dire que c'est trop? On ne peut pas dépasser 5 ans, on doit abandonner. Pourquoi ne pas, à cette époque-là, faire une pétition contre cette illégitimité qui s'annonçait déjà à l'époque? Madame, il vous souviendra que je suis l'un des rares. Vous ne voyez pas que vous tirez plus la couverture de votre côté et vous accusez les autres à tort? Si vous me permettez quelques secondes, je vais y répondre. Allez-y. Je disais que si vos collègues qui suivent, si vous pouvez consulter vos collègues qui suivent les travaux à l'Assemblée provinciale, ils vous diront que je suis l'un des rares. Et vous deviez aussi déposer pour donner l'exemple aux autres. Déposer comment? Arrêter de siéger, par exemple, pour dire que je ne veux pas continuer dans l'illégitimité. C'est-à-dire que c'est pas l'illégitimité n'est pas une cause d'illégalité. La Constitution l'a dit, parce que nous sommes des républicains, nous respectons la Constitution. La Constitution dit exactement que les députés provinciaux sont élus pour un mandat de 5 ans et renouvelable une fois. Bon, si à l'issue, les députés provinciaux quittent sa fonction de député au moment de l'entrée du nouveau député provincial élu. Donc, tant qu'on n'aura pas organisé les élections provinciales, il n'y aura pas de nouveaux députés qui puissent entrer. Et comme il y a un principe de la continuité de l'État, les députés provinciaux, comme les présidents de la République, si dans l'hypothèse qui était avancée en 2011, auraient pu rester, comme les députés nationaux. Exception, arrêtez de siéger. Vous qui vous battez bec et ongle pour que les choses marchent normalement selon la Constitution, il fallait commencer par arrêter de siéger, dire que je ne continue pas de siéger. Non, madame. Parce qu'à la veille de 5 ans, il fallait arrêter de siéger. On est à la fin. D'accord, mais laissez-moi, je ne veux pas... On est à la fin, je vais vous poser une question aussi capitale. C'est la loi qui dit que ceux qui sont là, ils restent là tant que d'autres ne sont pas élus. Et comme vous le savez, ce n'est pas nous qui organisons les élections. Voilà. Alors, on va chuter, vraiment, on va chuter. On va parler des incidents qu'il y a eu dernièrement à Kinshasa. Le camp Tchatcha a été... je ne dirais pas assiégé, mais il y a eu quelques inquiétudes que le gouvernement a communiquées à travers les médias. Alors, vous, à l'opposition, comment avez-vous perçu la chose? Non, d'abord, c'est une énième tartufferie. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Je crois que je vais m'arrêter à tartufferie. D'accord.
Je vous dis merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Mais chaque fois que vous m'inviterez, je serai là. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous pendant 45 minutes pour cette émission. Et je vous invite à la revoir, si vous voulez bien, demain 7h30, mais également le jeudi à 23h heure de Kinshasa. Nous nous retrouvons le mardi prochain avec un nouvel invité, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien.